Bon, je vais prendre la question qui m'a été posée par mon voisin pendant la présentation de Christine. Comme ça permettra de lancer les choses. Pourquoi vous n'avez pas désobéi? C'était pas possible. C'était ça, croyez-moi, que nous sommes de grands. Enfin, je peux, en tout cas, dire pour moi, une grande désobéisseuse, on dit, pas ce qu'on dit. Non, non, il y avait un protocole et c'était, je dis, on l'a, pour ceux qui la connaissent, la grille de Rosenberg, on a juste enlevé beaucoup de choses. Hein, c'est voilà ce qui restait. Hein. Non, non, c'est ça, c'est pour ça, avant de recommencer avec une unité médicale, etc., il y avait en plus, enfin, il y avait tout, il y avait la fondation, machin, les maladies rares, il y avait d'autres trucs, enfin, non, il faut savoir où on met les pieds, quoi. Et je pense que on n'a pas assez négocié avant. Mais on s'y attendait pas aussi, ça. Mais et pourtant, on faisait parvenir régulièrement des rapports, en fait, hein, de nos avancées de manière très, très transparente, et qu'ils étaient co-chercheurs, et comment cette e-plateforme se construisait, etc. Transcription de récits, partage de ces récits, tout le monde était d'accord. Donc, on avait toute une bibliothèque, j'ai envie de dire. Et, c'était, enfin, j'exagère, hein, mais c'était comme dans les pires cauchemars qu'on a, une espèce de monstre qui arrive là et qui va vous avaler, quoi. On ne s'est pas laissé avaler, on s'est excusé tant et plus au tout près. On leur a expliqué et tout, mais Et vous avez fait un article dessus pour revenir hein, sur cette expérience? Vous avez pu faire un article qui revenait de manière critique sur cette non. expérience? Et là, je vous dis, je m'avance beaucoup en faisant ça. C'est déjà, il fallait pas le dire. Enfin, il faut pas. Puis là, maintenant, bon. Là, et je pense que ça fait partie, en fait, d'une colère là, qui a monté. Et tout d'un coup, j'ai été sensible peut-être à d'autres façons dont les chercheurs menaient, en fait, leurs fameux entretiens biographiques, qui sont, où il n'y a pas d'écoute, etc. Et puis tout ça est vraiment aussi soutenu par les agences de recherche, etc., qui donnent pratiquement, on a l'impression, j'exagère encore, mais quand même, qui donnent des sous quand ils sont sûrs du résultat, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche dans les sciences humaines et sociales? On ne sait pas, justement. On ne sait pas. Hein. Mais quelque chose va surgir d'important. Voilà. Ah, c'est pas bien du tout. Merci. Oh là là, honte à vous. Merci beaucoup pour vos deux présentations. En fait, c'était juste un complément de la question parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris cette histoire-là. En fait, c'est qui imposait justement ce protocole, etc. C'était du côté des sciences médicales, c'était à Oui, l'intérieur. Je suis pas sûr. oui, 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 oui. On a Est-ce signé que des vous pouvez expliquer contrats, rapidement? on avait signé des contrats, on avait des conventions, ils nous avaient donné des sous pour la recherche, etc. Oui, oui. Toujours faire attention à celui qui vous donne des sous. Hein. Oh, franchement, franchement. Parfois, il vaut mieux faire avec rien. Et publier des livres et aller faire des conférences et partager des choses. Ben, de toute façon, c'est comme ça que tu as commencé et que tu es encore là-dedans. Hein. Et on est dans quelque chose qui se ferme, hein, dans le chaos dont j'ai entendu parler tout à l'heure, dans lequel nous sommes. C'était aussi ma conclusion. Hein. Euh, voilà. Ok. Alors moi, j'ai une question qui résonne, enfin, de la professionnelle psychologue que je suis en EHPAD. C'est justement cette question de la délicatesse de l'écoute quand les personnes ont du mal à se raconter parce qu'ils sont en situation de handicap psychique sévère. Voilà. Et je sens cette délicatesse-là, enfin, parce qu'on travaille du coup. Alors, moi, je recherche toujours l'accord de la personne pour avoir une écoute de la famille, mais toute la délicatesse, parce que là, c'est encore un autre récit. Voilà. Il y a sûrement peut-être quelque chose à chercher, enfin, voilà, ouais, peut-être Tout à fait, tout à fait. de ce côté-là. Oui, oui. Vous savez que là, quand vous m'entendez là, parce que je crois qu'il n'y a plus de micro. Oui.
oui, oui. Mais quand ma mère, ma maman, on est obligé de la mettre en EHPAD, c'était l'effondrement pour moi, cette femme magnifique. Et j'ai fait tout un travail, c'est un livre qui est paru en septembre, Lune Noire, je l'ai appelé. Elle était en unité protégée. Horrible, horrible. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Et justement, hein, l'écoute. Et je voyais comment, quand on arrivait, quand j'arrivais, comment mon mari, il y arrivait, les gens venaient vers nous. On comprenait rien, je comprenais rien de ce qu'elle racontait, mais il y avait une volonté voilà, et de toucher, de me toucher aussi. Donc je m'enfermais j'allais avec ma mère dans sa chambre mais justement, c'est cette écoute de quelque chose qui devient inaudible, en fait, parce que déconstruit et tout d'un coup, dans cette écoute, et là aussi l'hétérobiographie dont je parle, c'est-à-dire les effets que ça fait, hein, je les ai ressentis bien sûr très fort avec ma mère, mais et, euh, et tout d'un coup quand même d'arriver à interpréter, à comprendre que cette parole incohérente, discontinue, peut-être 4, 5 mots, tout d'un coup il y avait là une essence en fait de sa vie, de quoi il était question peut-être de toute sa vie. Je me souviens, elle me dit à un moment, et ça c'est écrit dans ce livre, comme ça, hein, on est là avec notre petite valise. On est là avec notre petite valise. Et j'ai compris que c'était en fait son histoire. C'était donc émigré italien, etc. On est là avec cette petite valise. Enfin, elle me disait quelque chose de sa biographie, parce qu'il y avait la mémoire était occultée. On est là, ça veut dire personne ne veut de nous. Ouais. Je sais plus exactement, il faudrait que j'ai le livre pour... Moi, j'aurais dû te l'apporter aussi, tiens, Mathilde. Je te l'enverrai. D'autres questions? Merci. Moi, ce sera plutôt une réflexion. Donc, moi, je suis un des deux biographes évoqués par Valéria. Notamment dans la première partie de la présentation, lorsque vous évoquez le terme de seconde écoute, lorsque l'enquêteur fait la transcription de l'entretien. Ma réflexion est celle-ci, c'est-à-dire, en effet, rien ne remplacera cette deuxième écoute par un logiciel que nous pouvons des fois utiliser et qui est très utile. Par contre, et je fais un clin d'œil à Mathilde, parce qu'on suit la formation Jalmav, et à la dernière formation, on a parlé des silences. Et ça, c'est quelque chose de très important. Au début, moi, j'avais peur des silences et il fallait toujours que je comble le silence en questionnant. Il me fallait, vous parliez de données, de recueillir de la donnée. Et j'ai appris avec le temps que l'écoute du silence me donnait plus d'informations que du verbatim, parce que le silence, la personne se remémore souvent des moments joyeux, parce que c'est quand même ça l'objet de la biographie, et c'est aussi des fois un marqueur de limite où on ne peut pas aller plus loin. Donc voilà, donc c'était cette réflexion que je voulais partager et rajouter également, on peut évoquer également une troisième écoute lorsque on transmet la retranscription à l'enquêté, pour garder les termes de recherche, Bien sûr. où là, la personne va pouvoir corriger et il va y avoir encore un échange entre l'enquêteur et l'enquêté. Tout Voilà, à fait. c'est tout. C'est vraiment bien de... Voilà, il faudrait que j'ajoute ça d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et vous voyez, dans les silences qui sont insupportables souvent, hein, parce qu'ils nous mettent vraiment là, c'est ce que j'ai développé dans ce petit paragraphe que finalement je vous ai, et j'ai dépassé le temps, qui est vraiment, là, on est dans le dévisagement, hein, dont parle François Julien. On est deux êtres corporels, hein, et ça fait peur. Hein. Il n'y a plus, il y a pas de fuite, quoi. Il n'y a pas de. Et oui, hein, ça prend là, hein, ça prend là, ça prend là. Ah ouais. Et donc, il faut mettre ça en conscience et à partir de là, ben, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire accepter justement dans cette présence à l'autre, physique et psychique. C'est- Oui. Une question ensuite.
Ah, mais c'est vrai, il a raison. Le retour, le troisième. Bonjour, Troisième. Anna Bandagalan. Donc, je me présente, je représente AG2R Agir Carco. Donc, avec une collègue qui représente aussi Malakoff Humanis, Agir Carco. Et pour rebondir sur les termes des financeurs, donc nous, on parle plutôt des partenaires, de structures comme Mémoire Vive et une autre qui est ici représentée, Note de Vie, puisque avec les moyens qui nous sont donnés, nous tentons de faire au mieux pour être des partenaires, facilitateurs via des fonds sociaux, mais pas que, des vos missions. Donc, c'était pour rebondir sur la partie financière que je comprends à quel point parfois peut-être une difficulté hein, de se tenir à certains paramètres de certaines conventions, mais en tout cas, en ce qui concerne les fonds sociaux Agir Carco, sachez que nos missions sont celles d'accompagner les missions des structures associatives pour répondre à des axes prioritaires de nos fédérations. Merci. Alors là, j'en profite vraiment pour vous remercier. C'est très rare que déjà les partenaires viennent assister à des colloques, à des séminaires et un, ça marque votre intérêt et deux, nous, les biographes hospitaliers, quelles que soient les associations, on ne serait pas là, sachez, sans les partenaires, sans nos mécènes. Donc, j'en profite, puisque vous êtes là, voilà, pour vraiment dire, un, on est tous ensemble, parce que nous n'avons pas effectivement de structure derrière nous. Pour ma part, voilà, je suis à l'hôpital et j'ai cette chance d'être salariée, mais tous les autres biographes hospitaliers qui ont à chercher des financements. Donc, vraiment, merci, merci de cette comme on le disait c'était très visible dans le petit film, on a tous à être ensemble et à travailler ensemble. Donc, merci de prendre cette parole et parce que voilà, il n'y a pas de honte à être de ce côté-là aussi. Ce serait une question pour toi, Valéria. Tu as parlé des bénéficiaires et des bénéfices, notamment sur le patient, et tu as dit qu'un des bénéficiaires, c'était les soignants. Oui. Qu'est-ce que tu t'aperçois en termes de bénéfices dans les équipes dans lesquelles tu travailles? Parce que c'est quelque chose dans lequel on essaye de percer avec nos mémoires vives, et finalement, les gens qu'on arrive le plus difficilement à attraper, c'est les professionnels avec qui on travaille. Donc, quels sont les effets pour eux? En fait, ils sont multiples et ils vont aussi dépendre du rôle qu'ils ont dans une équipe. Pour, par exemple, les médecins, très clairement, c'est de dire à l'individu qu'ils ont en face d'eux en consultation, vous n'êtes pas qu'une maladie, vous n'êtes pas qu'un malade, vous êtes un sujet. Doué de raison et de narration et on est dans la continuité de soins. Certes, on ne va pas vous guérir, on va pas vous guérir de votre cancer, mais on vous montre, on vous prouve que vous êtes essentiel. La preuve, vous pouvez faire récit. Récit, vous pouvez faire récit de vous, récit de soi, et on va vous offrir, parce que c'est évidemment hein, offert gratuit pour la personne qui fait sa biographie, on va vous offrir le récit de votre vie si vous en avez l'envie. Donc eux, d'être à cet endroit-là et d'être dans la continuité, voire même la continuité à un autre collègue. Pour eux, je fais partie des soignants et ils me passent le relais. Et ça leur fait beaucoup de bien. Et un soignant qui va bien, c'est un soignant qui va être encore mieux pour les autres et il va pouvoir même accueillir d'autres patients, etc., etc. Et puis aussi pour d'autres, par exemple, membres de l'équipe, on a beaucoup de temps de réflexion sur l'éthique parce qu'évidemment, on s'est vu confronté à des espèces d'interrogations morales. Il y a eu des choses trappes. Donc le fait de les sortir un peu de la technicité leur fait beaucoup de bien. Et ça a été corroboré tout ça par notre cadre de santé qui a fait un travail de mémoire dans un master. Le sujet était la biographie hospitalière et elle a pu vraiment évaluer que voire même ça évitait dans son équipe l'épuisement professionnel, hein, parce que les soignants reprenaient du souffle, étaient des soignants plus vivants.
le fait de pouvoir permettre un pas de côté et de s'inscrire dans une médecine humaniste les valorisait. Et tout ça permet, mais j'ai été la première étonnée. Il y a deux choses que je n'avais pas présupposées lorsque l'idée est venue. C'est les pages blanches. Voilà, je n'avais pas eu cette idée des pages blanches à la fin de chaque récit. Et la seconde chose, c'était que ça pouvait être un soin pour les soignants. Et c'est en fait mon ancienne chef de service qui l'a dit, qui l'a nommé. Et par la suite, pendant des années, je faisais mes conférences. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à l'invitation de Christine avec un médecin qui lui expliquait en quoi lui, ça lui faisait du bien. C'était un soin et pour ses patients et pour lui. J'ai rencontré en 2011. On a refait l'histoire. C'est ça. Justement. Vous nous avez rapprochés, c'est la première fois qu'on communique ensemble. Eh ben, justement, un grand merci à toutes les deux pour Avec ce plaisir. binôme que vous avez Merci constitué. à vous. Qui a permis vraiment de poser les choses, d'asseoir beaucoup de réflexions, beaucoup de cheminement, de mettre en avant quelques grosses notions sur lesquelles je pense que plein de personnes ici ont à cœur de creuser. Il pourrait y avoir des journées dédiées à juste une des terminologies que vous avez abordées là ce matin.